Bonjour à vous trois, bienvenue sur cette table ronde consacrée aux énergies au service de la souveraineté énergétique et la transition écologique. Je suis Olivier Mirguet, correspondant de la Tribune à Strasbourg. Amandine Aubert, bonjour, vous êtes la dirigeante d'une entreprise strasbourgeoise qui s'appelle EcoGreen Energy, qui a été créée en 2008. Vous allez nous dire tout à l'heure dans quel secteur d'activité vous intervenez. Denis Boudaliès, bonjour, vous êtes le vice-président production manufacturing en Europe du groupe belge John Cockerill. Et vous êtes présent à cette table ronde car vous avez un projet d'investissement en cours à Aspac, dans le Haut-Rhin en Alsace. Emmanuel Connaisson, bonjour. Vous êtes le directeur territorial région Grand Est du groupe GRDF. Première question pour vous, Madame Aubert. Le groupe EcoGreen Energy que vous avez fondé en 2008 et que vous présidez, qui compte 60 salariés, eh bien, de quoi s'occupe-t-il ce groupe et sur quelle matière intervenez-vous en Alsace et dans le Grand Est ? Bonjour, merci. EcoGreen Energy, nous sommes sur l'efficience énergétique, donc depuis 2008, et nous sommes à la fois architectes et concepteurs de solutions de revalorisation d'énergie fatale, principalement au niveau de notre expertise, mais aujourd'hui, nous accompagnons les industriels sur la création de leur feuille de route, d'abord décarbonation. Donc nous avons élargi notre champ d'action puisque aujourd'hui, le sujet est vraiment d'actualité. On était plutôt initialement à la création sur en fait des early adopters et donc on a développé notre activité clairement sur ces industriels-là. Mais aujourd'hui, on voit qu'on doit accompagner dès la naissance des projets de décarbonation pour créer d'abord des architectures, donc l'intelligence pour en fait associer différentes typologies d'énergie en se basant d'abord sur les usages et l'amélioration des usages en interne, s'appuyer sur tout ce qui est revalorisation d'énergie fatale parce qu'il y en a beaucoup et qu'un process industriel finalement n'aura jamais un rendement de 100%. Donc on aura toujours de l'énergie fatale disponible pour alimenter les process ou les utilités des industriels. Et ensuite on va aller s'appuyer sur des énergies renouvelables, la géothermie, le solaire. Donc on va composer comme ça avec l'industriel et les forces qui sont en présence autour du territoire, une architecture qui va permettre d'accompagner les industriels à 2030 pour la... Est-ce que la mise en place du marché carbone au niveau de l'Union européenne a accéléré les demandes d'investissement de vos clients industriels ? Alors, ce qui a vraiment accéléré la demande, c'est la crise énergétique qui a commencé l'année dernière et qui est bien présente encore aujourd'hui. Clairement, quand on a créé EcoGreen, c'était la COP 15 à Copenhague et on en est rendu à la COP 27 et malheureusement, enfin voilà, la crise énergétique est le vrai moteur de la prise de conscience des industriels qu'il faut maintenant accélérer et décarboner. Donnez-nous un exemple d'investissement et d'accompagnement d'investissement dans le Grand Est. Alors, on a dans le Grand Est accompagné des industriels de l'agroalimentaire comme Meteor et Heineken, donc relativement tôt. On travaillait aussi pour des équipementiers automobiles comme Punch au port du Rhin. On a également accompagné Sentient à l'époque, qui est le Safre aujourd'hui. Et également PSA sur Metz et Douvrin. Avec quel résultat ? Alors, on a des résultats qui sont à la hauteur également des investissements et des TRI qui sont acceptables aujourd'hui. Donc, mais en général, on est sur des réductions de consommation de gaz autour des 15%, avec des TRI qui sont aujourd'hui qui nous sont demandés ou qui nous étaient demandés avant la crise entre 2 et 50 TRI. C'est un bon investissement finalement si on a un TRI de 5 ans maximum. C'est un excellent investissement. Et si on regarde aujourd'hui le coût des énergies, contrairement à ce qu'on peut penser, la décarbonation, c'est aussi de la rentabilité. Et c'est préparer son industrie et son architecture énergétique pour 2030, résiliente. Donc vous parlez de souveraineté écologique. Et je vous remercie de ne pas avoir forcément noté la souveraineté économique, mais en fait, les deux, franchement, peuvent parfaitement être alignés.
Je reviens au sujet du marché carbone, donc marché organisé par l'Union européenne. Est-ce que ce marché carbone, sur lequel les prix se sont envolés, ce marché est-il un accélérateur des demandes d'investissement de la part de vos clients? Oui, pour les grandes entreprises qui sont effectivement SEQE, depuis voilà, quelques mois, avec une tonne carbone à 100 €, effectivement, ça vient ramener du sens à décarboner leurs usages. Et ça permet d'améliorer les TRI aussi avec des trajectoires à 100 €, 150 € projetés d'ici à 2030. Ça fait vraiment sens et évidemment, ça va dans le bon sens. Merci. Alors, Denis Boudaliès, vous représentez le groupe John Cockerill, le groupe belge John Cockerill, qui est connu pour ses activités dans l'armement, enfin dans la défense, dans l'environnement, dans l'énergie. Vous êtes présent sur cette table ronde car votre groupe porte un projet d'investissement en cours. Le bâtiment est construit à Aspac, à côté de Mulhouse, dans le Haut-Rhin. C'est une usine d'électrolyseurs. De quoi s'agit-il? Ici, on va parler d'une gigafactory. Donc, c'est un terme un peu qu'on entend beaucoup. En quoi ça consiste? Le groupe John Cockerill a investi pour mettre en place la première gigafactory en France, et ça consiste à la fabrication des cellules nécessaires à construire des électrolyseurs alcalins qui vont permettre de décarboner l'industrie en produisant de l'hydrogène vert. Donc là, on a un investissement de plusieurs dizaines de millions d'euros avec des investissements importants, avec des retombées importantes pour la région. On est situé, comme vous l'avez dit, à Thann. Donc on est vraiment au cœur de la région. Et on a commencé également nos plans de recrutement. Donc là, le bâtiment est sorti de terre et on est en train d'installer nos machines. L'objectif est de démarrer l'usine d'ici la fin d'année. Qu'est-ce que vous allez produire dans cette usine? Vous êtes une gigafactory, mais vous produisez 0 gramme d'hydrogène ou 0 énergie? Oui, tout à fait. Donc nous construisons les machines, les électrolyseurs, qui vont permettre à nos clients, des grands groupes qui cherchent à décarboner, qui vont leur permettre de produire de l'hydrogène vert pour décarboner leur industrie. Donc on est vraiment un fournisseur d'équipements. On n'a pas vocation à produire de l'hydrogène nous-mêmes. Qu'est-ce qui permet de dire que cet hydrogène sera vert? Alors, les électrolyseurs que nous fabriquons sont spécialement dédiés à être alimentés par des énergies vertes, avec toutes les conséquences et les contraintes que ça peut prendre. On sait que les énergies vertes sont rarement stables. L'éolien, le solaire ou d'autres énergies ne sont pas stables. Donc nos électrolyseurs, alimentés en énergie verte, produiront un hydrogène vert. Est-ce que vous rencontrez un marché local depuis l'Alsace ou est-ce qu'il s'agit d'un marché européen? On parlera plus d'un marché européen. On a déjà quelques grosses commandes situées en France, mais également à d'autres pays européens. On pense également que ce marché va continuer à croître. Les projections sont énormes et donc il nous faudra investir dans soit des extensions, soit des nouvelles usines dans les années, voire dans les mois qui viennent. Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir en projet des usines électrolyseurs. Le groupe McPhy a des projets d'implantation, notamment à Belfort. C'est pas du tout loin d'Aspac. Qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents? Alors, il y a deux éléments principaux. Le premier, c'est un timing. On va vraiment ici démarrer l'usine en fin d'année, une usine de taille industrielle. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, cette usine va produire en un an, va produire 5 fois plus que ce que le monde n'a jamais produit tout ensemble en un an. Donc, si on reprend les chiffres de 2020, en quantité d'électrolyseurs produits, notre usine sera capable de produire 5 fois ça quand elle sera en pleine charge. Donc, c'est vraiment un pas important dans la professionnalisation, l'industrialisation de cette industrie qui restait préalablement assez restreinte. On va être les premiers, donc on estime avoir 1 ou 2 ans d'avance sur nos concurrents ici en France. Et la taille de nos équipements, c'est des marchés qui, au départ, nous demandaient des tailles d'environ 5 à 10 mégawatts équivalents. Maintenant, les demandes nous arrivent pour plus ou moins en moyenne 100 mégawatts. Donc nos électrolyseurs étant les plus grands du marché, ils ont un impact inférieur et donc sont plus compétitifs. Pour construire cette usine, quel écosystème avez-vous rencontré dans le Grand Est? D'abord, on avait déjà une usine existante. Donc on a décidé, parce que l'économie changeait, de la réorienter vers cette production d'électrolyseurs. On a fait toutes les démarches pour le permitting. Donc on a d'abord rencontré l'administration. On a également rencontré les pouvoirs publics parce que on a fait appel aux subsides européens à travers la France, le processus ICPEI, qu'on a obtenu. On a rentré les permis, et puis on a les entreprises locales, une entreprise ici bien connue, je pense, de Mathieu Barre, qui nous aide qui construit, ne nous aide pas, on les paye quand même, à construire cette usine.
Et pour l'instant, nous sommes en relation avec la DIRA qui nous aide, ainsi que les collectivités locales, à faire nos plans d'engagement et de formation. Est-ce que vous avez eu des facilités d'obtention du permis de construire? Alors, facilité, je ne vais pas dire des facilités. Je viens de Belgique, on m'avait prévenu que l'administration française pouvait être assez... Voilà, vous avez souri tous, donc je pense que vous avez compris ce qu'on m'avait dit. Je dois reconnaître que ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. C'est vrai qu'il faut comprendre comment cheminer dedans, mais j'ai rencontré vraiment un support très fort des administrations locales pour m'expliquer ce qu'il fallait faire, pour guider. Donc on a eu des facilités en termes d'accompagnement. Ça, c'est très certain. Et ça a été pertinent sur la rapidité dans la mise en place du projet. On a eu notre permis rapidement. Est-ce que vous rencontrez sur place les ressources humaines dont vous avez besoin? Nous avons mis en place des cellules pour recruter du personnel technique. En Alsace, comme partout en Europe, c'est une denrée rare. Je dois avouer que pour l'instant, et je touche du bois, on a la chance de pouvoir avoir des recrutements qui se passent bien dans les domaines techniques, mais il faut continuer avec des partenariats avec les écoles, avec différents aspects des collectivités locales qui nous aident justement à engager des profils techniques. C'est vraiment un défi. Vous allez recruter les mêmes profils que McPhy, qui est à 50 km de votre site? Comme on est avant, on va d'abord prendre les meilleurs, oui. Merci. Emmanuel Connaisson, vous êtes le directeur territorial de la région Grand Est pour le groupe GRDF, groupe gazier. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état du marché et qu'est-ce qu'on distribue dans vos réseaux? Alors, on distribue du gaz qui devient de plus en plus du gaz renouvelable, et c'est un sujet très important qui nous tient à cœur, parce que le sujet aujourd'hui, c'est transformons la France, transformons la région. Nous, on voit deux grosses transformations majeures à opérer sur la région, et l'impulsion est déjà bien donnée, je vais vous le dire. C'est effectivement cet actif public devienne un réseau de gaz renouvelable et permette l'autosuffisance en gaz vert des territoires, et que ce gaz vert, il permette de décarboner les bâtiments, parce qu'on a quand même, en région Grand Est, 1 million de clients raccordés à notre réseau. Donc cette transformation profonde, l'impulsion, elle a été donnée il y a une dizaine d'années pour produire, pour passer d'un modèle, imaginez quand même, on passe d'un modèle en 10 ans où on importait la totalité de notre gaz, d'un peu partout en Europe, voire de manière plus lointaine, où progressivement, on le produit localement, de manière décarbonée, parce qu'il est fait à partir de déchets agricoles, de déchets d'industrie, de déchets des stations d'épuration, ça a été dit tout à l'heure, et donc avec un grammage en CO2 qui tombe à 44 grammes quand le gaz traditionnel est à plus de 220. Donc on répond à la fois à des enjeux, on fait de la production locale, de gaz renouvelable, et qui est consommé localement grâce à la capacité maintenant depuis 2 ans à injecter dans nos réseaux. Donc bien évidemment, c'est un mouvement qui est opéré à l'échelle nationale. À l'heure où je vous parle, il y a 540 sites de production de biogaz, donc de biométhane quand il est injecté dans nos réseaux, qui sont en service. C'est 9,5 TWh de production. C'est à peu près 2 centrales nucléaires pour se faire un petit point de repère. Et effectivement, on est la seule énergie renouvelable qui est en avance sur les objectifs fixés par la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie. On a 2 ans d'avance sur nos objectifs. Et la région Grand Est qui est pour quelque chose, parce que c'est quand même un leader en la matière. Il y a 102 sites qui injectent dans nos réseaux et dans les réseaux des opérateurs gaziers en Grand Est. C'est à peu près 1,9 TWh de production. Pour donner des points de repère à ceux qui ne sont pas complètement dans l'énergie, c'est à peu près la consommation de 350 000 foyers. Voilà, sur les 1 million dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez qu'on a déjà fait un pas très significatif. Donc c'est à peu près, si on le ramène à la consommation globale, pas que de la consommation résidentielle, on est déjà à 7%, on couvre déjà 7% de la consommation du territoire. Et la dynamique qui est engagée avec toutes les productions qui vont, toutes les unités de production qui vont encore se mettre en service d'ici la fin de l'année, on va doubler, on va être à 15 à 16%. Et il y a moins d'1 an en arrière, on importait 17% de gaz de Russie. Voilà. Donc les biogaz ont déjà remplacé le gaz importé de Russie, c'est ça ? En tout cas, à l'échelle du territoire Grand Est, on peut trouver cette équivalence et dire qu'effectivement, c'est intégralement compensé. Et on peut aller beaucoup plus loin. Beaucoup de productions se font à partir des effluents de l'agriculture, d'élevage. On a travaillé ce sujet-là, bien évidemment, conjointement avec les chambres d'agriculture, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. On ne capte aujourd'hui que 82% des effluents d'élevage, quoi.
Donc rien que ça, avec les investissements qu'on a déjà le droit de faire pour renforcer nos réseaux et accueillir les productions, on peut encore aisément aller chercher 5 TWh de production supplémentaire. Et je pense que la région Grand Est peut vraiment être un modèle de développement durable et qui démontre qu'effectivement, elle peut faire référence et qu'on a la capacité dans les trajectoires françaises, d'aller chercher très rapidement 20% de gaz vert dans les réseaux là d'ici 2030 et de tenir complètement les scénarios de 100% de gaz vert en 2050. Mais qu'est-ce qui explique cette avance du Grand Est? Est-ce que les agriculteurs jouent le jeu ici davantage que dans d'autres régions? Alors effectivement, on travaille de manière très proche avec le monde agricole et parce que la méthanisation est non seulement un moyen de décarboner une énergie, mais c'est plus que ça pour le monde agricole. On a vraiment des destinées qui sont presque conjointes parce que les gaz verts, c'est aussi un objet de résilience des territoires. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes du monde agricole dans la salle, mais il y a 15 000 exploitations d'élevage en Grand Est qui sont menacées et qui doivent aussi maîtriser leur coût carbone, parce que l'agriculture a aussi sa responsabilité dans le sujet. Et la méthanisation est vraiment un objet de résilience pour sauver ou aider à sauver l'exploitation d'élevage et s'adapter aussi bien dans son modèle économique que dans son modèle environnemental pour aller complètement vers une agriculture bas carbone. Donc, vous voyez qu'au-delà de l'énergie, les enjeux sont bien des enjeux sociétaux qui fait que énergie et monde agricole ont appris à travailler ensemble et à progresser ensemble. Et quelle est l'acceptabilité sociale de ces méthaniseurs diffus sur tout le territoire ? Quand un agriculteur décide d'installer un méthaniseur, est-ce que ses voisins n'opèrent pas une levée de bouclier ? Alors, comme tout ENR, tout le monde pense que c'est bien, mais personne ne la veut près de chez soi. Donc, comme tout projet de développement des énergies renouvelables, effectivement, il faut conseiller l'exploitant agricole ou le porteur de projet, justement, dans sa démarche de communication, d'explication, pour bien expliquer ce que je disais là, parce que souvent, les bénéfices, au-delà des bénéfices énergétiques, les bénéfices pour le territoire, les bénéfices sociétaux ne sont pas expliqués. Et une fois qu'on les explique, effectivement, les projets aboutissent, quoi. Alors on va changer les mix énergétiques des entreprises, vous en avez parlé tout à l'heure. L'hydrogène va arriver sur le marché. Est-ce qu'on sait déjà comment on va distribuer cet hydrogène au bon endroit et au bon moment ? La première partie du défi hydrogène va d'abord se concentrer sur la décarbonation des grosses industries. Là, nos clients principaux, ce sont des gens dans les raffineries, dans les sidérurgies, donc des grands consommateurs d'hydrogène, qui pour l'instant est un hydrogène gris, qui va être remplacé par de l'hydrogène vert, leur permettant de diminuer le bilan carbone. En sachant, comme vous l'avez dit, le prix de la tonne de CO2, c'est aussi une opération économique. L'écologie ne se passera que si elle a un sens économique également. Et c'est seulement en une deuxième phase que nous voyons arriver les transports, réellement. Les transports, d'abord, on pense les transports lourds, maritimes et camions, avant d'arriver vraiment à une mobilité pour les particuliers, où, encore une fois, j'entendais la réflexion sur l'intervention précédente, le fout la poule. Il nous faut un réseau de distribution, mais il faut une flotte de véhicules. Qui veut faire le premier pas ? On n'investit pas dans les voitures parce qu'on n'a pas de réseau, mais on n'investit pas dans le réseau parce qu'il n'y a pas de voiture. Donc on pense qu'on va avoir des couloirs vont se créer pour la mobilité plus lourde, et puis petit à petit ça va grandir. Mais le premier acteur va être l'industrie lourde. Le transport aussi, la région Grand Est, où nous sommes ici, a investi dans des trains régionaux qui fonctionnent à hydrogène. Oui, tout à fait. Ça va vraiment être dans les collectivités, avec, par exemple, à Metz, les bus, avec des parcours et des circuits bien maîtrisés, toujours pour maîtriser cette notion de distribution, qui vont d'abord être en spot check. Est-ce qu'on pourrait envisager par la suite des réseaux fixes de distribution d'hydrogène dans des secteurs du Grand Est qui sont fortement consommateurs ? Je pense au nord du sillon lorrain ou au triangle de la chimie du côté de Bâle, Saint-Louis. Je n'ai pas toutes les données, mais je sais qu'il y a des projets et des études qui vont dans ce sens. Oui. Est-ce que le groupe GRDF serait prêt à investir dans de tels réseaux dans la région ? Oui, pour nous, l'hydrogène, c'est un gaz aussi.
Et c'est peut-être une nouvelle révolution gazière. Donc on est en train de regarder, parce que c'est encore pas fait, mais on se lance dans les premiers démonstrateurs pour voilà, se baser sur notre savoir-faire de gestionnaire de réseau en termes de sécurité, d'exploitation dans de bonnes conditions, pour imaginer demain des réseaux dédiés d'hydrogène, plutôt des réseaux, si je fais des images du dernier kilomètre, hein, et qui permettraient effectivement de faire la jonction entre des lieux de production vers des lieux de consommation, voilà, dans une certaine proximité géographique, enfin, voilà, de quelques kilomètres. Donc on est en train de se pencher sur les premiers démonstrateurs, hein, pour essayer d'imaginer un nouveau réseau demain qui serait capable effectivement de distribuer l'hydrogène au plus près de ces lieux de consommation. Ces démonstrateurs, ils seraient où exactement ? Alors, je ne peux pas vous le dire parce que je suis tenu à un certain nombre de formations confidentielles, mais on a deux secteurs, deux écosystèmes en Grand Est sur lesquels on est en train de regarder et on est en train d'essayer de convaincre GRDF de les retenir dans son process de sélection des projets pour que voilà, on puisse avoir des cas concrets ici dans le Grand Est. Si on parle du sillon mosellan et de la chimie baloise, on n'est certainement pas loin. Ah, je vous en dirai pas plus. Vous avez parlé tout à l'heure, madame, d'investissement dans certaines entreprises. Quels sont les types d'entreprises, quels sont les secteurs d'activité qui ont le plus besoin d'interventions telles que la vôtre ? Industrie lourde, industrie fortement consommatrice d'énergie. Alors on travaille beaucoup pour l'industrie chimique. Qui a pas mal à faire au niveau des process industriels. Et c'est vrai qu'au-delà de changer l'énergie primaire entrante et de la rendre décarbonée, c'est intéressant de pouvoir agir aussi en interne pour rebondir sur, sur le biogaz et le potentiel. Au-delà du potentiel agricole, il y a également un potentiel industriel pour la fabrication de biogaz. On commence clairement à intégrer cette vision-là à travers des nouvelles technologies comme la gazéification hydrothermale, dont on commence pas mal à parler. GRDF aussi s'intéresse beaucoup à la techno. On travaille avec un partenaire en Suisse qui développe un brevet de l'Université de Lausanne, Polytechnique. Et donc on travaille à intégrer, à commencer à faire des tests de gazéification sur des déchets carbonés, puisque finalement beaucoup d'industriels ont des déchets carbonés et potentiellement demain, c'est une capacité pour eux de produire du biogaz. Et voilà, on fait pas mal d'études en ce sens-là et on se rend compte que pour certaines industries, c'est ne plus avoir à traiter des déchets en tant que coût, mais de pouvoir bénéficier de ces déchets pour alimenter et remplacer du gaz fossile par leur propre production de biogaz. On travaille avec un groupe sur la transformation de peau de banane, par exemple, en Équateur, une des usines les plus carbonées de leur groupe. Et donc on travaille à ce projet-là concrètement. Pour revenir au mix énergétique, Monsieur Connaisson, lorsque la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim a été annoncée, certains acteurs de l'économie dans le Grand Est ont déploré la disparition d'un pôle qui fournissait de l'énergie nucléaire, d'origine nucléaire, aux industriels locaux. Sachant que l'énergie est distribuée sur tout le territoire, voire à l'international, est-ce que la fermeture de Fessenheim met en péril certains équilibres énergétiques du Grand Est ? Alors, je ne sais pas dire concrètement si Fessenheim met en péril quelque chose en Grand Est. Ce que je suis certain, c'est que on ne peut pas se passer du gaz. Il faut qu'il devienne renouvelable. On reste bien d'accord sur le postulat dans le mix énergétique français. Pour une raison assez simple, c'est que le principe de thermosensibilité de la demande d'énergie fait qu'on a besoin de 4 fois plus de puissance en hiver qu'en été. Et en France, il nous faut 230 gigawattheures de puissance quand on est sur les pics de consommation. Le gaz en fournit 130. Donc le reste étant fourni par le réseau électrique. Donc je pense qu'il faut un réseau électrique très solide, parce que à contrario, de la même manière, on ne peut pas s'en passer, mais on ne peut pas se passer non plus des réseaux gaziers, sinon on ne sait pas gérer l'équilibre et notre mix énergétique sur l'ensemble de l'année. Voilà, donc ça c'est une certitude. Et
je pense qu'il faut aussi que derrière, l'ensemble des filières se mettent en mouvement pour que on ne pense pas que l'électrification à tout va n'a pas de risque, très clairement. Et il y a 12 millions de logements en France qui ont besoin de se décarboner. Le gaz, c'est à peu près 20% des émissions de CO2 en France. Je vous disais tout à l'heure, si on a aussi 20% de gaz vert dans nos réseaux en 2030, on pèse 25% sur les efforts de décarbonation du pays. Voilà, ça, je pense que c'est important aussi de le dire. Alors, on est en train de sortir d'un hiver qui n'a pas été si méchant que cela au niveau de la météo dans le Grand Est. Est-ce que vos équipes se sont tenues en alerte pour faire face à d'éventuelles défaillances du réseau électrique ? Alors, l'ensemble des acteurs énergéticiens ont été en alerte, parce que effectivement, le besoin en puissance que je vous expliquais tout à l'heure faisait que le réseau électrique était quand même plus en risque que le réseau gazier, et qu'effectivement on s'est tenu en alerte pour que les stockages de gaz en France soient parfaitement remplis en quantité suffisante, non seulement pour assurer l'approvisionnement des 12 millions de clients qu'on a sur notre réseau en France, et aussi pour être le système assurantiel du réseau électrique, parce que voilà, tout le monde le sait, notre parc nucléaire était pas complètement au rendez-vous cet hiver, quoi. Merci à vous trois pour votre intervention sur cette table ronde. Merci. Merci à vous.